Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Bianco. Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Jean-Louis Bianco va répondre aux questions de nos partenaires, journalistes de La Croix, Bernard Gors. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Également Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. Voilà, Jean-Louis Bianco, vous avez été sous François Mitterrand secrétaire général de la présidence de la République pendant de longues années. Puis vous avez été ministre de l'équipement, du logement, du transport, puis des affaires sociales. Vous avez également été, durant la campagne de 2007, aux côtés de Ségolène Royal. Ensuite, durant la primaire socialiste de 2011 également, vous avez été à ses côtés. Et enfin, votre ancrage régional vous a conduit dans les Hautes-Alpes. Vous avez présidé... Les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes de Haute-Provence, pardonnez-moi. C'est une erreur tragique, je présente mes excuses à tous vos élus. Donc, vous avez présidé le Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Voilà, alors pour toutes ces raisons, donc, rares sont les secteurs de l'actualité qui échappent à votre analyse. On va commencer par un point qui aujourd'hui a fait beaucoup d'actualité, c'est la question de la santé des présidents. Vous avez été très proche de François Mitterrand. Quelle est votre position de principe sur cette question de la transparence, de la publicité ou non sur l'état de santé du président ? Je crois qu'il est normal qu'il y ait une transparence complète sur l'état de santé du président. Et d'une manière générale, il y a toute une série de mesures de transparence qui ont que trop tardé à être prises en France. Sur le patrimoine des élus, sur ce que les parlementaires font de la réserve parlementaire, sur la prise de décision le plus transparent possible. Je pense que c'est important en démocratie. Cela dit, dans le cas de François Hollande, alors qu'il n'est même pas encore candidat à la primaire socialiste, une opération bénigne, et toute la presse, enfin une partie de la presse, s'enflamme. Ça devient le sujet du jour. Il nous a caché l'opération de la prostate, qui était, encore une fois, pas une opération de type cancer, ça a été confirmé. Alors, si pour être président de la République, il faut faire son CV médical en disant à 5 ans, j'ai été opéré de l'appendicite, à 8 ans, j'ai une rage de dents, je crois que là, on tombe dans le ridicule. D'accord. Donc, c'est disproportionné. C'est totalement disproportionné. Dans ce cas particulier, le souci de transparence pour un président de la République est évidemment normal et naturel, mais on ne va pas faire le CV médical complet. Historiquement, il faut quand même rappeler que ce souci de transparence n'a pas été appliqué par François Mitterrand. Absolument. Dont vous avez François été Mitterrand avait général. dit qu'il l'appliquerait, il ne l'a pas fait. Je dois vous dire que moi, secrétaire général de l'Élysée, je ne savais pas qu'il avait un cancer. Il y a très peu de gens qui le savaient. D'accord. Vous le déplorez aujourd'hui? Vous le regrettez? Je le regrette. En même temps, je pense aussi au courage incroyable de cet homme qui a réussi jusqu'au bout, au milieu des souffrances, à accomplir sa fonction. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus être comme ça. Très bien. Merci pour ces précisions. Bernard Gors, pour La Croix, une première question. Oui, lundi prochain, lundi prochain, nous serons le 9 décembre. Vous avez, l'Observatoire de la laïcité, appelé à ce qu'on fasse du 9 décembre une journée de la laïcité. Alors pourquoi cet appel? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une grand-messe de plus, une grand-messe laïque? Quel est le sens qu'aurait cette journée? La laïcité, c'est notre bien commun. C'est pas le bien... Enfin, tout le monde, en principe, est laïque en France. C'est ce que les textes disent et ce que les déclarations disent. Le 9 décembre, c'est l'anniversaire de la loi de 1905, qui est la grande loi qui a fondé un équilibre entre des thèses opposées qui s'étaient disputées pendant un siècle. L'idée, c'est pas du tout une grand-messe, c'est de se rappeler et d'expliquer notamment aux enfants dans les écoles ce qu'est la laïcité, car elle est souvent déformée, instrumentalisée, mal comprise. D'un mot, la laïcité, c'est d'abord une liberté. La liberté de croire ou de ne pas croire, et de pratiquer sa religion dans les limites de la liberté du voisin ou de l'ordre public. Et c'est ensuite une neutralité de l'État par rapport à toute forme de religion. Alors, les Français ne savent pas très bien ce que c'est, mais je suis convaincu, et je tiens vraiment à insister là-dessus, que la très très grande majorité de nos compatriotes, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, est profondément attaché à la liberté de croyance et au fait que l'État est neutre. Et donc, c'est une manière de se le redire, de se le rappeler, notamment pour les enfants dans les écoles. C'est que l'école qui doit être concernée par cette journée de laïcité? Ça peut être plus large. Il y a d'ailleurs beaucoup d'initiatives qui se font, de réunions, de débats publics. Je crois qu'il faut là laisser les initiatives se développer dans cet esprit pédagogique avant tout. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. On va revenir sur cette initiative, mais alors il y a des États où il y a une religion, qui est même une religion d'État. Je ne sais pas, prenez des États européens. Dans ce cas, il n'y a pas de liberté dans ces États-là. Si, bien sûr, mais il n'y a pas la laïcité au sens français du terme. On est moins libre, par exemple, au Luxembourg qu'en France. En termes de liberté, non. En termes d'indépendance de l'État, oui, bien sûr. Dès lors qu'il y a un principe qui dit que la religion est au-dessus de l'État, moi, je considère, comme laïc convaincu,
qu'il y a toujours un risque de dérapage et de pression. Alors, Luxembourg, je ne pense pas qu'il se manifeste spécialement, mais cette neutralité me paraît extrêmement importante, surtout par rapport à l'histoire de France. Romain Masneau, RCF. Comment faire, quel principe poser pour vraiment éviter les feuilletons à rebondissement, comme c'est le cas avec la crèche Babylou. Je rappelle que d'après le dernier arrêt de la Cour d'appel de Paris, le licenciement de cette femme voilée a été jugé légal puisque l'entreprise est considérée comme une entreprise de conviction. Comment on peut faire, comment détendre ce sujet si passionnel en France? Alors d'abord, c'est un sujet, vous le dites, qui est devenu, à juste titre, qui est devenu passionnel avec 10 ans de procédure judiciaire. C'est une crèche, encore une fois, dans un quartier difficile de Chanteloup-les-Vignes qui a fait, personne ne le conteste, un travail admirable. Mais cette crèche est privée, comme il y a des écoles privées. Et par conséquent, le débat, c'est est-ce qu'une crèche privée a le droit d'imposer une stricte neutralité, c'est-à-dire l'interdiction générale et absolue du port du foulard par les dames qui travaillent dans cette crèche. Alors il y a eu des jugements contradictoires. Certains en appellent à une loi, ça n'est pas l'avis de l'Observatoire. Nous pensons qu'il y a un défaut bien français qui consiste à croire qu'on règle les problèmes par des lois. En plus, vous l'avez dit, il y a une telle émotion sur ce sujet, et sur certains sujets touchant à la laïcité, en particulier au port du foulard ou du voile, que nous sommes convaincus qu'il y aurait de très grands risques dans l'état où la société française à introduire un débat. Et en plus, nous avons proposé 2 solutions qui sont pratiques, qui sont simples, qui sont faisables, j'allais dire, demain. La première, même si on admet, ce qui était le point de vue de la Cour de cassation, qu'on est dans une entreprise privée, donc qu'on ne peut pas avoir une interdiction générale, il suffit de préciser le règlement intérieur. À qui on l'applique, pourquoi on le fait. Et la deuxième solution, cette crèche est subventionnée à 80% par des fonds publics, la commune, le département, la région et même l'Europe. Donc dans ce genre de cas, on peut très bien, mais c'est la liberté des contractants, passer un contrat entre par exemple la commune ou la caisse d'allocation familiale et la crèche, et là on tombe dans le service public et donc dans la neutralité. Donc nous disons une loi n'est pas nécessaire et en plus nous pensons qu'un débat autour de la loi pourrait être dangereux aujourd'hui. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Quelle définition donnez-vous à cette notion un peu floue aujourd'hui d'entreprise de conviction? Alors, je vais vous dire, je suis embarrassé. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme tout citoyen et comme tout responsable, je dois le respect aux magistrats. Très honnêtement, après avoir beaucoup travaillé cette question, je ne sais pas comment on peut appliquer à une crèche la notion d'entreprise de conviction. C'est ce qu'a fait la Cour d'appel. On verra ce que dit la Cour de cassation. C'est quoi l'entreprise de conviction? C'est un truc étrange pour nous Français, qui vient d'une directive européenne de 2000, qui est plutôt, je crois, de droit allemand, où on dit en gros qu'on peut imposer des obligations à quelqu'un, ça vise plutôt les syndicats ou les partis. D'accord. Un syndicat ou un parti, on peut exiger des gens qui travaillent pour le syndicat ou le parti qui partagent les convictions. D'où le nom entreprise de conviction. Une crèche. Très sincèrement, appliquer ça à une crèche, ça vous intrigue? Me paraît très intriguant. En plus, un certain nombre de juristes disent que si on n'avait pas fait de loi en 2000, on ne peut plus l'appliquer maintenant. Donc, je comprends bien l'idée, mais en plus, la laïcité, pour moi, qu'on soit croyant ou pas croyant, ce n'est pas une option, ce n'est pas une tendance, c'est un principe qui s'applique à toute la vie en société. Donc, je dois dire, je comprends mal ce raisonnement. Bernard Gors-Lacroix. Oui, alors il y a cet avis que vous avez rendu sur la crèche Babylou, mais avant ça, il y a un pré-rapport que vous avez fait, ou un rapport d'étape que vous aviez fait, qui a suscité beaucoup d'agacement chez certains laïcs. Vous avez dit, en gros, il n'y a pas de problème en France de laïcité, les choses se résolvent par le dialogue, il n'y a pas de problème majeur avec notamment l'islam. Et ce rapport a beaucoup agacé. Certains disent, au-delà de l'affaire Babylou, qui est une affaire juridique complexe, il y a aujourd'hui un véritable, je dirais, un rapport de force qui s'est instauré entre certains réseaux musulmans et la laïcité, et ça, vous refusez de le voir? Non. Alors, il faut lire notre avis et les textes qu'on a donnés. Alors, si ça peut agacer certains, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de citoyens, croyants ou non croyants, beaucoup de philosophes, beaucoup de chercheurs, qui étaient rassurés de voir qu'on avait une position qui leur apparaissait correspondre à la réalité et raisonnable. Ce que nous avons dit, ce que j'ai dit, c'est que la France n'a pas de problème avec la laïcité comme principe, parce que, je le répète, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, dans la pratique, qui est reconnu par exemple par l'Église catholique de très longue date, mais aussi par les autres religions. Il y a des attaques, mais ces attaques sont le fait d'une toute petite minorité, et sont des attaques qui sont autant politiques que religieuses. C'est une attaque contre la République, c'est des gens qui veulent imposer un ordre différent, c'est des problèmes d'ordre public et pas seulement de laïcité. Alors, il faut rappeler les barrières, il faut rappeler les frontières, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs dans un autre avis rendu en même temps que Babylou, ce qu'est la laïcité, ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. Mais pour autant, ça a été une surprise pour nous. Nous avons demandé à l'Éducation nationale le bilan de l'application de la loi de 2004 interdisant les signes ostensibles religieux à l'école. On nous dit, le ministère de l'Éducation nationale, pas de contentieux, très peu de problèmes, moins de problèmes aujourd'hui qu'hier.
Dans les hôpitaux, vous vous rappelez, ces polémiques, je ne veux pas que ma femme soit examinée par un médecin homme, de moins en moins de problèmes, pas de contentieux. J'ai vérifié, hospitalisation privée, même chose. Dans les universités, même chose. Dans les entreprises, les gens disent, on a des difficultés, mais on les règle. Par la discussion, les fêtes religieuses et la possibilité de travailler avec un principe simple. Le premier but de l'entreprise, c'est d'accomplir sa tâche. Le premier but d'un service public, c'est d'accomplir sa tâche. Si à l'intérieur de cette obligation, on peut trouver des accords, pourquoi pas? Donc, je maintiens, et nous maintenons, que l'État n'est pas préoccupant, que des affaires emblématiques comme Babylone ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tentatives et des comportements qui ne sont pas admissibles et qui ne doivent pas être admis. Et nous en donnons toute une série de listes, et nous allons d'ailleurs, pardon d'être un tout petit peu long, publier, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, un guide pour les entreprises et un guide pour les élus locaux. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Moi, j'ai juste un problème de définition. C'est quand même sur la laïcité, qui est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire, dans des langues étrangères, par exemple. C'est un mot quand même très français. Qu'est-ce qui caractérise le contenu? On s'interroge beaucoup là-dessus, parce que vous semblez dire qu'il y a la neutralité de la laïcité face, en fait, de l'État, oui. Donc le principe de neutralité face aux certitudes qu'expriment les religions. Mais on peut très bien dire aussi que la neutralité que vous exprimez est une forme de certitude. C'est ce que et que c'est certitude contre certitude. Je ne vois pas pourquoi la certitude de la laïcité serait supérieure la neutralité n'est pas une certitude. Alors Jean-Louis Bianco. La neutralité n'est pas une certitude. La laïcité n'impose pas une religion. Mais si vous l'imposez. Vous imposez aux autres d'être dans la sphère privée. Pas du tout. Dans la sphère publique. Vous imposez d'être dans la sphère privée alors qu'il réclame d'être dans la sphère publique. C'est ce que l'archevêque de Dijon, Monseigneur Minrat, a pointé ces derniers jours. Allez-y. Je l'ai vu. Dans la sphère publique, la neutralité veut dire qu'on ne doit pas avoir de pression pour avoir une opinion plutôt que l'autre. Chacun doit se forger sa propre conviction. À travers l'examen critique, le débat, la discussion, en ne donnant pas prédominance à une croyance sur une autre. Mais je répète, la laïcité, ce n'est pas une croyance, c'est un principe de liberté et de neutralité. Alors, dans d'autres pays, il y a des choses qui existent qui sont à peu près semblables. On parle de sécularisme ou sécularisme dans les pays de tradition anglo-saxonne. Moi, j'ai travaillé et discuté avec les Indiens qui ont des vues, alors très différentes, c'est une autre histoire, une autre culture, mais qui ont des vues proches des nôtres. Et quand je vois les débats qu'il y a dans une partie du monde arabo-musulman par rapport à la notion de charia, s'imposant en tout ou au parti à la loi civile, à la loi démocratique, moi je suis content d'avoir un pays où je n'ai pas une religion qui impose sa loi au fonctionnement de l'État. Jean-Louis Bianco, sans aller si loin, en Italie, vous avez des crucifix dans les écoles publiques, en Allemagne, en Bavière, enfin ça pose problème à personne. La culture est peut-être profondément différente. L'histoire est différente et la culture est différente. Moi, les Italiens font comme ils veulent, les Allemands font comme ils veulent. Moi, je suis attaché à quelque chose qui existe depuis plus de 100 ans dans notre pays. Romain Masneau, RCF. L'une des membres de l'Observatoire de la laïcité, Dounia Bouzar, a proposé il y a quelques mois de supprimer 2 fêtes chrétiennes pour les remplacer par l'Aïd et Yom Kippour. Je crois qu'à l'époque, vous aviez semblé ne pas écarter complètement cette hypothèse. Qu'est-ce que vous en dites? Non, d'abord, elle l'a fait avant d'être membre de l'Observatoire. Elle n'a pas à le faire comme membre de l'Observatoire, elle en convient. C'est une maladresse. Et en plus, alors, j'explique. Il y a une commission présidé par Bernard Stasi, homme éminemment respectable, qui a essayé de faire le point sur ces questions en 2002-2003, avant la loi sur l'école. Et cette commission disait, pour montrer la reconnaissance des autres religions, puisque nous, on est de tradition chrétienne et des fêtes chrétiennes sont devenues des fêtes civiles, si je puis dire d'une certaine manière, tout en gardant leur aspect chrétien. Il faut les supprimer dans ce cas. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Je dis un fait, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est notre histoire. Et de même que la loi de 1905 est notre histoire. Et donc, on proposait de rajouter des fêtes. Donc, moi, je déconseille formellement, évidemment, de supprimer des fêtes chrétiennes et aussi de rajouter des fêtes. Parce que si on rajoute des fêtes, on va nous dire, une fois de plus, les Français fichent rien. Bon. Donc, je crois qu'il serait une erreur, évidemment, de toucher aux fêtes chrétiennes, mais évidemment aussi de rajouter des fêtes dans notre calendrier. Donc, parce que ça va être... Moi, je pense que c'est vraiment pas la peine de sortir sur ce terrain-là. Parce que, quelle est la logique? Si vous interdisez un crucifix dans une école publique, vous interdisez une fête chrétienne dans l'ordre public. Absolument pas. Ah, pourquoi? Absolument pas. On peut fêter Noël comme on veut, on peut faire des processions comme on veut, sous réserve de ne pas troubler l'ordre public. Oui, mais une fête un jour férié, c'est quand même un signe fort. Ben oui, mais c'est notre histoire. On a des jours fériés liés à la tradition chrétienne. Je ne vois pas pourquoi on rajouterait des jours fériés à une époque où on dit que les Français ne travaillent pas assez. D'accord. Bernard Gors, La Croix. Oui, il y a eu un long débat sur le travail dominical ces jours-ci. Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce qu'il faut effectivement détricoter un peu ce qui existait jusqu'ici, c'est un jour chômé pour tout le monde, au nom de la liberté de travailler aussi, que réclament certains? Ou est-ce qu'au contraire, il faut tenir ferme sur ce dimanche qui est un bien commun, dit Charles? Alors là, c'est plus le président de l'Observatoire qui parle, c'est Jean-Louis Bianco.
c'est une vieille histoire, le travail du dimanche, là aussi. Hein. Moi, j'ai appris de François Mitterrand à prêter attention à l'histoire. C'est une loi de 1906 qui est une garantie pour le repos des travailleurs. Et c'est aussi, pour un certain nombre, un jour de célébration religieuse. Un certain nombre de gens disent ça va développer le commerce. Je ne le crois pas une seconde. Les gens ont un pouvoir d'achat donné, ce qu'ils dépenseront dans une grande surface, dans un bricolage le dimanche, ils ne le dépenseront pas les autres jours. Vous ne faites pas de course le dimanche? Non. Le samedi, oui, le dimanche, samedi, non. pas le dimanche, d'accord. Donc, ce n'est pas ça qui va créer de l'activité. Deuxièmement, ça peut créer de l'activité dans les grandes surfaces et détruire de l'activité dans les petits commerces qui font vivre les centres-villes, qui sont un facteur de qualité de service et de proximité. Alors après, il y a une demande, c'est vrai, pour le bricolage, l'ameublement, ça existe déjà. Donc, je crois que le rapport Bailly, l'ancien président de la Poste, qui est un homme sage et respectable, ouvre des pistes intéressantes, qu'on essaye de ne pas avoir des dérogations d'un secteur et pas de l'autre, d'un côté de la rue et pas de l'autre. Donc, pourquoi pas? Mais ce que je pense important, c'est qu'il y ait une discussion et une négociation. Or, malheureusement, notamment dans le secteur de la grande distribution, les syndicats sont très faibles. Il faut qu'il y ait des compensations en termes de repos, pour l'équilibre de la vie, il faut qu'il y ait des compensations en termes de salaire. Donc, essayons de mettre un peu d'ordre, mais ne bouleversons pas ça. Encore une fois, c'est une nécessité pour le repos des travailleurs. On peut très bien consommer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, sans être brimé. Très bien. Écoutez, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous retrouvons dans quelques instants notre invité Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Il est interrogé par Bernard Gors pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Alors Jean-Marc Ayrault a lancé la remise à plat fiscale. On a du mal à voir où il veut en venir parce que le calendrier est encore un peu flou. Il dit que l'objectif, c'est pas d'augmenter les impôts, mais on voit pas trop une baisse des prélèvements se profiler vu les contraintes budgétaires. L'annonce phare, qui est la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, paraît très compliquée à mettre en œuvre. Alors, franchement, est-ce qu'il y a de quoi enthousiasmer les foules ou en tout cas réparer le lien entre les Français et le pouvoir? Écoutez, je crois que j'y vois à peu près clair. Je vais essayer de vous faire partager ça. Je vais répondre précisément à votre question, mais avant, il faut avoir deux idées en tête. La première, et hélas, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en France, c'est qu'il faudrait de la stabilité, de la prévisibilité, notamment pour les entreprises. Alors, là-dessus, vous dites la même chose que la droite. Hein. Oui, d'accord, mais il faut que ce soit clair et lisible. Ça ne me gêne pas de dire la même chose que la droite. Un pacte de stabilité, on peut l'envisager? Je le pense, de bon sens. Deuxième point, on souffre de la crise. La France, l'Europe et le monde. Donc face à la crise, l'État est pris dans une contradiction terrible. Il faut diminuer la dette. Il faut diminuer les déficits. Les gens estiment qu'il y a trop de fonctionnaires. Mais quand vous demandez, est-ce qu'il y a trop de professeurs? Est-ce qu'il y a trop d'infirmiers? Est-ce qu'il y a trop de docteurs? Est-ce qu'il y a trop de policiers? Ils répondent non. Donc ils sont contre une notion abstraite de fonctionnaire. Or, il faut bien assurer ces services de sécurité, police, gendarmerie, justice, éducation. Et donc, si vous ne faites que réduire les dépenses, vous dégradez le service public, et en plus, vous risquez de faire tomber la croissance. Donc on a un équilibre délicat à trouver. C'est pour ça qu'il faut que la fiscalité soit juste. Et c'est là où je voulais en venir. Soit juste et claire. Elle n'est pas compréhensible, elle est compliquée. Donc, une remise à plat, ça veut dire qu'on examine tout et qu'on voit où on va. Il faut sans doute une forme d'impôt progressif, ce que n'est pas la CSG aujourd'hui. Alors il y a des difficultés techniques, mais vous savez, quand on a institué l'impôt sur le revenu, c'était voilà à peu près un siècle, on disait que ce n'était pas faisable. Donc regardons ce qui peut être fait pour simplifier, pour rendre plus efficaces les dispositifs, quand le but est par exemple de soutenir les petites entreprises, de soutenir la croissance, et plus juste, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où les prélèvements en fait sont en proportion du revenu plus forts sur les couches modestes et moyennes que sur les couches aisées. Donc la discussion montrera jusqu'où on peut aller. Je crois qu'il y a besoin de clarté et de stabilité. Alors Jean-Marc Ayrault a eu raison de le dire, les Français, pour parler familièrement, en ont ras-le-bol de l'impôt. Tout le monde s'estime pénalisé, parfois à juste titre, parfois à tort. Donc il ne faut surtout pas augmenter la fiscalité, mais il faut la rendre plus juste. Il y a déjà des mesures qui ont été prises, de rééquilibrer un peu entre la fiscalité du capital et du travail. Parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance, fiscalité et charges sociales, à faire peser plus sur le travail, ce qui handicape en plus notre compétitivité que sur le capital, sachant qu'on ne peut pas aller dans des proportions énormes parce que le capital est mobile. Mais voilà, il y a déjà eu ce rééquilibrage qui a commencé à être fait. Il y a des priorités données aux petites et moyennes entreprises.
il y a aussi une justice pour les entreprises. Nos grandes entreprises sont très bonnes, se battent très bien à l'international, mais avec l'optimisation fiscale, je ne parle pas de fraude, elles payent en moyenne d'impôts sur les sociétés 10%, là où le petit artisan, la petite entreprise, même innovatrice, va payer 30%. Ça n'est pas normal. Il faut qu'on puisse décharger les entreprises quand elles réinvestissent, et le gouvernement a commencé à le faire. L'impôt réinvesti dans la production, le bénéfice réinvesti dans la production, c'est un bon bénéfice. Le bénéfice distribué aux actionnaires, il en faut parce que les actionnaires payent. Mais là aussi, il faut rééquilibrer. Bernard Gors-Lacroix. Oui, pour revenir sur les portiques, l'écotaxe, qui a été un des symboles qui a enflammé la Bretagne récemment, le pouvoir semble avoir reculé. On dit 2015. Bon, est-ce que c'est pas ces fameux portiques et l'écotaxe vraiment l'exemple même d'une incapacité aujourd'hui du pouvoir, parce que ça avait été adopté par la droite et ça a été poursuivi par la gauche, du pouvoir à faire passer des décisions, à faire passer des choix, à le faire admettre par l'opinion? Alors vous avez raison, c'est extrêmement difficile dans ce pays, les gouvernements ont leur part de responsabilité, qu'ils soient de droite ou de gauche, de faire des réformes. C'est-à-dire qu'à la fois tout le monde dit qu'il faut des réformes, et dès qu'il y a une réforme, on voit ce qu'on peut perdre soi et pas ce qu'on peut gagner collectivement. Donc il y a encore un grand chemin de pédagogie à faire. Le sens du bien commun qui manquerait en France? Le sens du bien commun, il n'est pas partagé quand il s'agit de prendre des décisions concrètes. Et ça, c'est un énorme travail pour tous les gouvernements, pour tous les républicains, pour tous les démocrates. Alors vous avez raison de rappeler que l'écotaxe, c'était une mesure dont à peu près tout le monde considérait qu'elle a été justifiée, qui a été adoptée par la droite, qui n'a pas pu la faire passer, qui a été adoptée par la gauche et qui a provoqué les incidents que vous dites. Je crois que l'idée qu'on puisse avoir un système fiscal, on en parlait à l'instant, qui prenne en compte les effets pour l'environnement de l'activité humaine est indispensable si on veut un développement soutenable de la planète. Alors, comment faire par rapport aux transporteurs routiers? Comment faire par rapport aux zones qui se trouvent, comme la Bretagne, un peu en bout de chaîne? Il faut rediscuter. Le gouvernement a bien fait de reculer, mais il a reculé sur l'application maintenant, il n'a pas reculé sur le principe. Il faudra bien qu'on trouve une solution, il faudra bien qu'on soit raisonnable et qu'on arrive à mettre en place cette fiscalité écologique qui est indispensable. Oui, mais en reculant, on a quand même l'impression que l'écotaxe est morte. Non, elle n'est pas morte, enfin c'est l'histoire. Vous y croyez toujours, Jean-Louis Bianco? J'y crois toujours. Oui. J'y crois toujours parce que c'est une nécessité et c'est un engagement. D'accord. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. On parlait de laïcité tout à l'heure, de neutralité, de principes fondateurs. Comment se fait-il que le bien commun soit peut-être plus difficile à obtenir dans ce pays plutôt que dans un autre, alors que l'État est quand même très présent? Et ne serait-ce pas peut-être l'excès de présence de l'État qui aurait une responsabilité là-dedans? Est-ce qu'il y a des points de consensus possibles dans notre pays, oui, Jean-Louis Bianco? Comment dire? Je crois que l'État est trop présent dans un certain nombre de choses, peut-être suffisamment ou pas assez, même dans d'autres. Ce que je veux dire, c'est que ce pays n'est que partiellement décentralisé. Moi, je suis un très grand défenseur de la décentralisation, et pas parce que j'étais président du Conseil général. Je pense qu'il est indispensable de franchir une nouvelle étape et de laisser, par exemple, aux régions des responsabilités beaucoup plus claires et beaucoup plus grandes sur tout ce qui est chômage, emploi, formation professionnelle, et même une part de ce qui est université. Je pense aussi qu'il faut que l'État, dans ce pays, l'État, arrive à faire confiance aux gens de terrain. Faisons une loi qui soit relativement générale. Comptons sur les tribunaux pour contrôler si elle est mal appliquée ou si elle est détournée. Et laissons les gens discuter ensemble sur les problèmes de sites, sur les problèmes d'environnement, sur des problèmes de normes en général, entre le préfet, les forces politiques, les forces syndicales. Localement. Laissons localement. Pour moi, le très bon exemple, dont j'espère qu'il n'est qu'un début de cette mandature, c'est l'accord qui est arrivé, l'accord dit de compétitivité, qui a été soutenu par la majorité des syndicats, pas par la CGT, par la majorité des forces politiques, pas par le PC, et qui consiste à dire, à condition qu'on ait des syndicats représentatifs, qui pèsent la moitié des personnels, et que l'État vérifie qu'il n'y a pas de dérapage, alors on peut discuter localement pour sauver une entreprise, sauver une usine, et c'est par exemple ce qui est en train d'être fait à Peugeot et Renault. Là, on a rendu la main aux partenaires sociaux. Le contrôle de l'État, il existera toujours, mais laissons les gens prendre des initiatives et responsabilisons-les. Romain Mazneau, RCF. Je voulais qu'on parle un peu de politique étrangère et notamment d'Afrique. Il y a un sommet ce vendredi et ce samedi. Et ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit donner son feu vert à l'intervention française en Centrafrique. On parle de 1200 soldats. Est-ce qu'on s'engage pour longtemps en Centrafrique? Est-ce que c'est une décision bien mûrie et raisonnable? Jean-Louis Bianco. Alors, c'est une décision bien mûrie, c'est une décision raisonnable. Je vais expliquer pourquoi. C'était évidemment une décision difficile à prendre, comme le Mali. Parce que la France ne peut pas être le gendarme de l'Afrique. Et ce qui est en train de changer, alors là aussi, je discerne des éléments positifs, mais il y a encore un long chemin à faire, c'est que ces interventions se font en accord avec les Africains eux-mêmes, avec l'Organisation de l'Unité africaine, avec d'ailleurs des troupes africaines qui sont déjà présentes,
comme elles le sont également au Mali, et avec un mandat unanime de tous les pays des Nations Unies. Donc je pense que là, ce n'est pas la France toute seule, ce n'est pas la France néocoloniale, c'est la France qui, à la demande visiblement des citoyens de ce pays, mais aussi des Africains, mais aussi des Nations Unies, intervient. Il faut en effet que ce soit pour un temps limité. Le mandat n'est pas d'aller faire la guerre. Le mandat est de sécuriser un certain nombre de zones, d'essayer de cantonner, sinon de désarmer les différentes bandes qui sont organisées, et toujours la même chose, d'arriver à des élections démocratiques, comme il y a eu au Mali. Ce n'était pas parfait. Il y a un problème touareg au Mali, mais enfin, le Mali avance dans un pays qui est dans l'ensemble sécurisé et avec des élections qui ont été parfaitement démocratiques. Bernard Gors, Lacroix. Oui, ces opérations ont un coût. Financièrement, ça coûte très cher. Est-ce que c'est à la France d'assumer toute seule le coût de ce maintien de la paix en Afrique, ou est-ce que l'Europe devrait manifester une solidarité plus grande? Alors, il y a les contributions européennes, et même dans le cadre de la République centrafricaine, du Centrafrique américaine, moi j'aimerais bien que l'Europe soit beaucoup plus solidaire. Notamment dans un cas comme le Mali, où au fond le combat, il est contre le terrorisme international. Ce n'est pas le combat de la France dans son précaré. C'est une question de sécurité avec des terroristes qui fonctionnent en plus sur la drogue. J'ai été déçu, et je l'ai dit à mes amis européens, du manque de solidarité, ne serait-ce que politiquement, parce que c'est l'intérêt commun de l'Europe, et même au-delà. Bon, j'espère que les idées vont progresser. Je vois que dans tous ces pays-là, il y a quand même eu des critiques, dans tous nos voisins européens, de gens disant c'est pas la question de la France, c'est pas la question de la France puissance néocoloniale, c'est la question de notre intérêt commun. Je crois que c'est dans des opérations comme ça que la solidarité politique et un petit peu financière, et même en envoyant, ce que d'ailleurs font les Allemands au Mali, des chirurgiens, des gens des services de santé, doit se manifester. Moi, je ne crois pas à un grand soir de la politique étrangère où brusquement on va être tous d'accord sur tout. Regardez la guerre en Irak de George Bush. La moitié était pour, la moitié était contre. Par contre, sur des sujets comme ça, la sécurité à nos portes, la lutte contre le terrorisme, on doit être unis, il doit y avoir une vraie politique européenne. Et on en est loin. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Oui, est-ce que, du point de vue budgétaire, il faut faire des efforts dans le sens d'une valorisation des forces militaires, alors qu'aujourd'hui, il y a une loi de programmation précisément qui prévoit de moindres budgets pour les forces conventionnelles? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre vouloir mener des conflits sur des fronts étrangers et ne pas se donner les moyens d'affronter cette réalité? Alors, sans oublier le désastre du logiciel Louvois, nos militaires ne sont pas payés. Et ça nous coûte une petite fortune. Ça, c'est le genre de chose qui est scandaleuse, mais bon, je ne sais pas très bien de qui c'est la responsabilité de ce fameux logiciel. Par rapport à votre question, je crois qu'il y a un travail à faire qui a été entamé dans le passé, mais qui n'est pas complètement fait, en se disant de quoi exactement on a besoin et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen. Par exemple, ces fameux drones, qui sont des avions sans pilote, qui sont de plus en plus utilisés dans les guerres modernes, y compris contre des groupes terroristes ou djihadistes. Il y a en gros 2 pays qui maîtrisent ça, c'est les Américains et les Israéliens. Je suis stupéfait de découvrir qu'on commence enfin à réfléchir au niveau européen pour faire un drone. Idem pour les satellites, pour ne pas être totalement prisonnier d'un système américain, quelle que soit l'amitié qui nous lie aux États-Unis d'Amérique. Et pour les interventions extérieures, alors ça coûte de l'argent, vous le disiez, mais en réalité, on parle de 1000, 2000, 3000, 4000 hommes. Avec quelques avions, je ne sais pas, 20, 30 avions, avec des moyens d'artillerie. Mais ça n'a rien à voir avec l'armée conventionnelle telle qu'on l'imagine, avec 100 000 soldats, avec 2000 chars, avec 400 avions. Donc je crois qu'on peut faire des économies en pensant quand même qu'on n'aura pas de guerre conventionnelle en Europe. Donc on n'a pas besoin de maintenir les mêmes efforts, et en développant le côté opérationnel de nos interventions qui sont nécessaires sous mandat des Nations Unies ou sous mandat européen en particulier. Mais ce qui est curieux, c'est que le monde entier s'arme. Et nous, on a tendance à se désarmer. Non, le monde entier ne s'arme pas. La plupart des pays sont dans des... Alors, je ne parle pas des pays hors Europe, hors Occident. Les budgets... Il y a problème sur les budgets de défense parce qu'il y a des problèmes sur les budgets partout en Europe et même aux États-Unis. Bernard Gors, Lacroix. Oui, certains de vos amis, je pense par exemple à Paul Quilles, militent depuis longtemps pour une sortie de la dissuasion nucléaire. On voit aujourd'hui que ce débat, il touche aussi un certain nombre de hauts responsables de l'armée pour des raisons financières, puisqu'on évoquait ces problèmes-là. La France a-t-elle encore les moyens de rester dans une logique de dissuasion nucléaire? Est-ce qu'elle ne doit pas petit à petit en sortir? Alors, il y a un débat de principe. Est-ce que la dissuasion nucléaire a encore un sens? Est-ce qu'elle est nécessaire à notre sécurité? Ce serait long d'en débattre. Moi, je crois que oui. Et donc, je ne suis pas d'accord avec Paul Quilles et d'autres là-dessus. Après, il y a une question de coût. La composante nucléaire représente 15% à peu près du budget de la défense, ce qui n'est pas
rien, mais ce qui n'est pas non plus le cœur du budget. Et j'ajoute que la dissuasion nucléaire a pour objet, comme son nom l'indique, de dissuader, donc de ne pas s'en servir. Donc ce qu'il faut, c'est garder une capacité, si quelqu'un voulait nous attaquer, qui se disent, attention, ils sont capables de me frapper durement à certains endroits. Ça ne suppose pas forcément des moyens absolument énormes. Moi, je crois que dans un monde où on a des dictateurs fous, où on a des instabilités terroristes, la notion de dissuasion, comme recours suprême dans un cas de crise, conserve son intérêt pour un pays comme la France et sans doute pour l'Europe. Romain Masneau, RCF. L'Ukraine a connu des manifestations importantes ces derniers jours contre le président Yanukovych qui a refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Comment doit réagir l'Union européenne et la France? Est-ce qu'elle doit soutenir l'opposition pro-européenne en Ukraine ou est-ce qu'elle doit laisser l'Ukraine rejoindre l'Union eurasienne de Vladimir Poutine et revenir dans le giron de la Russie Alors, je crois d'abord que le sentiment de la majorité du peuple ukrainien, mais c'est aux Ukrainiens de le dire dans des élections, est d'aller plutôt vers l'Europe que vers l'Union eurasienne. Cela dit, la majorité qui s'est dégagée aux dernières élections a mis en place des gens qui sont plutôt de l'autre côté. Et puis il faut bien voir que la Russie dispose de moyens considérables, avec le prix du gaz, avec d'éventuelles subventions qu'elle peut donner. Ma réponse sera un principe démocratique. Nous ne pouvons pas, nous, dans une situation de ce genre-là, où il y a quand même un gouvernement qui est issu des urnes, dire « nous soutenons l'opposition parce qu'elle a raison ». Mais nous pouvons rester très fermes en disant aux Ukrainiens, et d'ailleurs aux Russes, que si les Ukrainiens, aujourd'hui ou demain, veulent un accord d'association avec l'Europe, nous sommes toujours prêts. Parce que je pense que c'est l'intérêt de l'Europe et l'intérêt de l'Ukraine. Je dis bien association. Je ne suis pas partisan qu'on rajoute des États. Nous avons déjà à mettre de l'ordre dans notre Europe. Par contre, des partenariats au sud, les pays du Maghreb par exemple, à l'est, l'Ukraine, la Géorgie, il faut avancer dans ce sens-là. Restons en dehors de nos frontières, Jean-Louis Bianco. Le drame vécu par la Syrie et plus particulièrement les chrétiens en Orient, quel est votre regard? Alors il y a évidemment sur les chrétiens en Orient non seulement des menaces, mais des situations terribles. On pourrait parler de l'Irak, on connaît la situation en Syrie, même si le régime syrien tente de se présenter étant issu de la minorité alaouite comme un protecteur des chrétiens, et certains chrétiens le pensent d'ailleurs, quand vous discutez avec des chrétiens de Syrie. Le drame de la Syrie, c'est qu'on a un président non démocratiquement élu qui mène une répression contre son propre peuple. Je sais bien que dans les opposants, il y a des gens qui sont en effet des djihadistes et des terroristes. Mais est-ce que c'est un argument qui doit faire que la communauté internationale laisse faire? Alors, à la fois, on ne peut pas se mêler de toutes les guerres partout, de tous les conflits partout. Ni la France, ni l'Europe, ni le monde. Mais quand même, quand vous avez 100-150 000 morts, quand vous avez des armes chimiques ou des menaces d'armes chimiques... Des millions de réfugiés. Et des millions de réfugiés qui déstabilisent des pays comme le Liban, par exemple, qui est accueillant et qui a des cultures communes avec la Syrie. Je pense qu'on est obligé d'intervenir. C'est pas facile. Mais comment? C'est pas facile. D'abord en reconnaissant l'opposition, ce que la France notamment fait et d'autres. Il y a l'opposition démocratique. Oppositions ou l'opposition? L'opposition aussi unique possible. Deuxièmement, ce que font les Américains en fournissant des armes à condition qu'elles n'atterrissent pas dans de mauvaises mains. Et troisièmement, les Russes ont joué un coup diplomatique extrêmement astucieux, mais qui était d'intérêt général, de dire « Ah ben oui, puisqu'on parle d'armes chimiques, nous on va convaincre Bachar el-Assad de détruire son stock d'armes chimiques. » Et c'est quelque chose qui était impensable il y a quelque temps, et qui peut servir d'exemple aussi. C'est quand on parle, alors mourir c'est toujours horrible, la guerre c'est toujours horrible, mais il y a quelque chose d'encore plus fort dans le chimique à cause de toute l'histoire du monde. Et donc le fait que la Syrie, sous pression en particulier de la Russie, soit amenée à détruire sous contrôle international ces armes chimiques est un bon précédent pour éviter que d'autres soient tentés de se servir de cette arme. Louis Dauphren. Les Américains sont un peu passés pour des agresseurs qui ont raté un peu leur coup, et les Russes pour des pacificateurs. C'est quand même curieux. La diplomatie russe a mieux joué que la diplomatie américaine. Comment l'expliquez-vous? Il y a une forme de déclin de la diplomatie américaine? Non, je ne crois pas. Je crois que les Américains ont par ailleurs une très bonne diplomatie, mais là-dessus, ils ont semblé un peu hésitants. Et c'est jamais... La décision n'est pas facile à prendre, que ce soit pour eux ou pour nous, ou pour la Russie. Moi, je crois que tout ce qui peut permettre de mettre la Russie là, la Russie demeure et veut demeurer une très grande puissance diplomatique. Même si économiquement, elle a encore du chemin à parcourir, et elle le sait. J'étais en Russie il n'y a pas longtemps. Il y a des éléments d'ailleurs dans l'économie russe qui vont mieux. Donc, quand on peut arriver à embarquer la Russie dans une décision, comme sur l'Iran ou comme sur la Syrie, c'est bien, parce que les décisions ont plus de poids si elles sont partagées par la Russie et quand on le peut par la Chine. Donc, la diplomatie fait ce qu'elle peut. Je crois que réunir la Russie avec nous, c'est très bien. Et j'ajoute que la diplomatie française
sous le précédent gouvernement, je parle notamment de nos diplomates, et sous le gouvernement actuel, notamment à l'ONU, fait un travail formidable. Mais donner des armes à certaines oppositions syriennes, est-ce que ce n'est pas aussi courir le risque de retrouver ces armes face à nos troupes en Afrique centrale, par exemple? Ça m'étonnerait qu'ils aillent jusque-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un risque. Alors les Américains disent qu'ils le contrôlent. J'espère bien que c'est vrai. D'accord. Bernard Gors-Lacroix. Après le drame de Lampedusa, il y a eu un concert d'indignation et puis plus rien. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui n'est pas fait justement en Europe pour éviter que ce genre de drame se reproduise? Ou est-ce qu'il faut s'y faire et se dire que c'est inévitable vu la pression migratoire venant d'Afrique? Alors vous avez raison, vague d'indignation, et puis on n'entend plus parler. Ce qui ne veut pas dire, à mon avis, que rien ne se fait, mais on fonctionne comme ça, par l'émotion. Après tout, quand il s'agit de prendre conscience d'un drame insupportable, tant mieux si l'émotion aide, via les opinions, via la presse, à faire bouger les politiques. Ce qui est en cours, c'est d'avoir quand même des meilleurs moyens de prévention et de surveillance au niveau de la mer Méditerranée, et là, il y a une opération qui est en train de se faire. Ce qui est en cours aussi, et que certains pays ont en partie réussi, je pense à l'Espagne avec le Maroc, c'est d'arriver à avoir des vrais accords avec les pays d'où viennent les réfugiés pour les aider à se développer. Alors ça paraît être la tarte à la crème. On dit ça depuis 20 ans ou 30 ans. Bon, l'expérience espagnole-marocaine semble prouver que ce n'est pas complètement impossible et que les pays eux-mêmes, si on leur donne les moyens de se développer, de former leurs jeunes en particulier, sont capables d'y arriver. Donc c'est extrêmement insatisfaisant, parce qu'il continuera à y avoir des réfugiés. Qu'en même temps, comme le disait Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais le fait d'avoir une meilleure surveillance, pas tellement en termes de protection de nos frontières, mais en termes d'éviter des dégâts humains de gens qui vont sur une embarcation et qui risquent de mourir d'un naufrage, d'avoir des accords avec les pays d'origine, je pense que c'est la seule voie possible. Et je crois vraiment que l'Europe y travaille. Très bien, nous allons marquer une dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Dans un court instant, nous retrouvons notre invité Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Il est interrogé par Bernard Gors pour le journal La Croix, par Romain Mazenot pour les radios chrétiennes en France et par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Il y a un excellent reportage qui a retenu l'attention, qui s'appelle « Les oubliés de nos campagnes ». C'était, je crois, c'est le Secours catholique qui a mené cette initiative. Alors c'est peut-être un moyen de faire une transition avec la façon dont les Français vivent le retrait peut-être des services publics dans certains territoires, et le tarissement de certains financements dont les campagnes pourraient faire les frais, et les campagnes et les territoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur le financement amoindri des politiques publiques sur les territoires de France? Je rappelle, Jean-Louis Bianco, vous avez présidé pendant de longues années le Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Oui, vous avez raison d'évoquer cette situation. Alors il y a des problèmes partout, il y a des problèmes dans les banlieues, dans les quartiers populaires des grandes villes. Mais le milieu rural, et je dis ça d'un point de vue objectif, pas seulement par affection pour le territoire que j'ai représenté, représente un formidable facteur d'équilibre. La sécurité y est généralement beaucoup plus grande, les relations interpersonnelles, sans les magnifier, sont beaucoup plus fortes, la solidarité est moins difficile à exercer, elle existe aussi, heureusement, Dieu merci, dans les villes. Et donc c'est un facteur d'intérêt général, en plus où la nature est dans l'ensemble mieux préservée, où on respire mieux dans tous les sens du terme. Donc on doit attacher une importance à ces territoires, et c'est vrai que la réduction des moyens des services publics, où que ça se passe d'ailleurs, que ça se passe dans les quartiers populaires des grandes villes ou dans les territoires ruraux, est quelque chose de très problématique et même de dramatique. C'est là où on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Diminuer les impôts, disent certains, moi je veux bien, mais on diminue quelles dépenses? À qui dit qu'il faut diminuer les impôts? Je demande toujours diminuer quelles dépenses. Mais je vais revenir On dit beaucoup qu'il y a eu beaucoup trop de recrutement dans les collectivités locales, par exemple, à la faveur de la régionalisation. Bon, à mon avis, c'est inégalement vrai. C'est inégalement vrai. Ce que je crois, c'est que l'État doit commencer par faire des économies. Et autant je disais qu'on a besoin de policiers, de gendarmes, d'instituteurs, d'infirmiers, autant dans les administrations centrales et les administrations régionales, là, l'État peut encore faire des économies. Il les a fait dans les départements. À mon avis, à la région, on n'a pas besoin d'un échelon supplémentaire très fort. On a besoin d'un échelon stratège. Dans les territoires, moi, ce qui me choque le plus, c'est que vous n'avez plus d'interlocuteurs humains.
Vous avez tapé 1, tapé 2, tapé dièse, qui s'agisse d'une caisse. Même chez nous. Alors, on met en place, on étant la sécurité sociale, les élus locaux, des lieux où les gens trouvent quand même un contact humain. Et ça, il faut absolument le préserver. Alors, où peut-on faire des économies? On dit beaucoup qu'on a en France un millefeuille. C'est vrai que c'est parfaitement incompréhensible. Quand on regarde d'un peu plus près, alors nous, on est un peu champion de la complication quand même, parce qu'on a créé les métropoles, les pôles métropolitains. Vous avez été député, maire, conseiller général, président de conseil général. Donc j'ai vu tout ça. On commence par où, la réduction du millefeuille? Ce que je crois, si vous voulez, c'est que, d'abord, on a tendance en France à créer des institutions, c'est-à-dire des machins, des conseils communautaires, des conseils d'agglomération, des conseils de métropole, ce qui est lourd, ce qui coûte de l'argent en termes d'indemnité, en termes de frais de déplacement, en termes de secrétariat. On peut très bien se mettre d'accord, une collectivité A, une collectivité B, pour dire voilà, on va faire ensemble des choses sur le domaine de l'emploi, du logement. Dans certains cas, on peut arriver à des réductions. Moi, je pense à l'accord qui a été passé entre le Conseil général du Rhône, mais le Rhône est très très urbain, et la ville de Lyon, qui est un accord exemplaire à bien des égards, d'autant plus qu'il s'agissait de deux personnes de couleurs politiques différentes, un centriste dans un cas et un socialiste, Gérard Collomb, dans l'autre. Je crois que là où il y a eu des effets de doublons, c'est pas tellement entre les départements et les régions, c'est entre les communes et les intercommunalités. C'est-à-dire qu'on a développé des services, parfois des services nouveaux d'ailleurs, mais on a gardé à peu près le même personnel à l'échelon communal qu'à l'échelon intercommunal. Alors, c'est pas par pure bêtise, c'est parce que aussi c'est une manière d'offrir de l'emploi à des gens qui n'en ont pas. Mais je crois que là, il faut regarder de près ces doublons, notamment en ces échelons-là, essayer d'arrêter de créer des nouveaux machins avec des conseils de ceci, des conseils de cela. On peut passer des accords et des conventions pour mener une politique de l'emploi, pour mener une politique des transports, sans avoir besoin de créer une nouvelle structure. Romain Masneau, RCF. Les députés ont voté ce mercredi la pénalisation des clients de la prostitution. C'est un sujet délicat qui a créé des clivages au sein de chaque famille politique. Quel est votre avis? Est-ce que c'est une bonne manière de s'attaquer au réseau et de protéger les prostituées des clients violents, par exemple? Est-ce que c'est... Je suis assez perplexe, interrogatif sur ce sujet-là, parce que des gens qui connaissent bien la situation, des acteurs de terrain qui s'occupent de la réinsertion ou de la protection des prostituées ont des avis très opposés, comme vous l'avez vu dans le débat, ce qui a compliqué peut-être la tâche des députés. Il y a en effet le risque avec ce type de politique que l'on renforce le pouvoir des hommes qui gèrent ces prostituées, que on l'enlève d'un côté pour le mettre à l'autre. En même temps, je crois que c'est quand même un progrès, à condition que, et ça a été dit par des parlementaires dans le débat, on soit encore plus ferme qu'on ne l'est aujourd'hui dans la lutte contre les filières venant de l'étranger et ce qu'on appelle familièrement les macros. Je pense qu'il y a encore de la marge. La police fait de son travail autant qu'elle le peut pour durcir fortement les sanctions, qu'elles soient financières ou de prison. Parce qu'il y a bien sûr la demande, si j'ose dire, de la part des clients, mais il y a aussi l'organisation en face. Donc je crois que cette mesure-là, même si je suis un peu hésitant, me paraît plutôt aller dans le bon sens, mais elle ne doit pas être la seule, et c'est d'ailleurs, je crois, ce qu'a dit la ministre Najat Vallaud-Belkacem dans le débat. Bernard Gors-Lacroix. Oui, donc sur cette question, vous êtes réservé sur... Plutôt pour. Enfin, si j'avais dû voter, j'aurais voté pour. Vous mais avec hésitation, voilà. D'accord. Et vous pensez que ça peut... je pense au total que ça peut avoir des bons effets. Mais vous pensez qu'une femme ne doit pas louer son corps? Ben, bien sûr. Oui. Merci de nous rassurer. Non, mais il y a des tas de gens qui pensent que c'est normal, que c'est une activité, y compris une partie de ces femmes d'ailleurs, qui disent que c'est une activité comme une autre, il ne faut pas qu'on soit surtaxé ou pénalisé. Mais il y a un autre débat qui l'idée d'abolition est une idée peut-être complètement utopique, mais qui me paraît devoir être gardée par l'humanité. Il y a un autre débat qui a enflammé les esprits ces derniers mois sur la GPA. La GPA, c'est une autre forme de location de corps. La gestation pour autrui. Voilà. Gestation pour autrui. Alors là, vous êtes contre aussi, puisque si voilà un sujet vous êtes logique. Alors, je suis contre à ce stade. Je m'explique. La politique, c'est souvent choisir entre des inconvénients et dans des sujets comme ça, graves, parce qu'on touche à la vie, on touche aux valeurs essentielles. Les arguments en faveur d'une législation, c'est de dire ça existe. Ça existe et c'est totalement commercial, non encadré, arbitraire, sans condition de sécurité. D'où l'idée d'un certain nombre de partisans de dire il faut encadrer cela. Je crois malgré tout qu'au stade actuel, ne prenons pas le risque d'un débat qui va encore diviser la société française. Moi, je pense qu'il faut faire des débats qui, si possible, rassemblent et apaisent. Donc, le problème existe, il serait inexact, il serait vain de le méconnaître. Le problème existe, mais
traitons les problèmes. En plus, concentrons-nous sur les problèmes qui concernent la vie des Français. Comment on fait pour baisser le chômage? Comment on fait pour que l'Europe marche mieux? Comment on fait pour pouvoir... Donc c'est pas le moment. C'est pas le moment et j'ai une interrogation. Mais enfin, chaque chose en son temps. J'ai une interrogation, ça veut dire que je suis pour quand même? Je suis sensible à l'argument de dire qu'il faut peut-être encadrer pour éviter les pratiques commerciales. Mais à voir. Romain Masneau, RCF. Au classement PISA sur l'éducation des jeunes de 15 ans, la France arrive au 25e rang mondial, en tout cas sur les mathématiques, derrière des pays comme la Pologne, l'Estonie. Comment vous expliquez ce piètre résultat? Est-ce que vous avez des idées à donner à Vincent Payon pour rectifier le tir? Jean-Louis Bianco. Je crois que malheureusement, c'est pas une nouveauté, même si ça s'est un peu aggravé, et on est régulièrement pas bien classé dans ce classement PISA, donc enquête de l'UNESCO. Je crois que Vincent Payon et d'autres, d'ailleurs, des spécialistes de l'école, ont bien diagnostiqué le problème. Contrairement à ce que certains croient, on n'a pas un problème dans la manière de traiter les élites. Ce n'est pas parfait. Mais on a un problème d'inégalité. C'est-à-dire qu'on traite mal les élèves les plus en difficulté et parfois une majorité des élèves. Et on sait à peu près pourquoi, et ce n'est pas forcément seulement une question de moyens. C'est en partie une question de moyens mieux situés. Pourquoi? Parce qu'on a une formation continue des maîtres qui est insuffisante. Parce qu'on ne met pas assez de moyens dans les secteurs les plus en difficulté. Parce qu'on a une manie très française, qui est là aussi assez unique, celle du redoublement. Or, tout le monde constate que le redoublement, au mieux, ça ne sert à rien, au pire, ça aggrave les choses. On a aussi quelque chose qui est très variable, parce que des tas de maîtres ne travaillent pas comme ça, mais tendance culturelle à se dire « tu es mauvais, c'est pas bon, je te sanctionne ». Il faut faire ça. Il y a besoin d'autorité à l'école comme dans la famille. Mais des pays qui réussissent, comme la Finlande, je ne connais pas pour la Pologne et l'Estonie, d'abord laisse de l'autonomie aux équipes locales, toujours la même idée, cette espèce de volonté uniformisatrice de la France. Laissons les gens, ils sont capables d'être intelligents ensemble. Décentraliser l'éducation nationale. En tout cas que les chefs d'établissement, avec les profs, avec les syndicats, avec les parents d'élèves, et quand ils sont assez grands avec les élèves, aient la liberté de s'organiser différemment s'ils le souhaitent. C'est ce qui se passe dans l'enseignement privé. Et puis valorisons, sans doute, ça existe aussi dans le public, mais pas assez, valorisons le positif chez les élèves. Valorisons le positif et ne sanctionnons pas uniquement le négatif. Bernard Gors-Lacroix. Oui, jeudi, les enseignants, enfin une partie des enseignants et des instituteurs étaient en grève contre la réforme des rythmes scolaires. Est-ce que justement cette réforme des rythmes scolaires, c'est bien l'exemple à nouveau d'une façon d'administrer tout le monde par le haut? Et est-ce qu'il ne fallait pas s'y prendre autrement, peut-être par expérimentation ou, au début, Vincent Payon voulait que ce soit tout le monde dès la rentrée 2013. Alors, je rappelle, mais enfin vous le savez bien, que à peu près tout le monde était d'accord sur le fait que c'était meilleur pour les enfants, depuis des années et des années. Le gouvernement précédent, d'ailleurs, avec Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, avait envisagé de le faire. À l'époque, les syndicats d'enseignants, avec quelques interrogations, quelques réserves sur les moyens, les parents d'élèves étaient favorables. Et puis, comme souvent en France, on arrive à la mise en place, et là, vous dites ça souvent, comme souvent en France. Mais oui, comme souvent en France. Oui. Alors, je note quand même que 80% des maires des communes qui sont passés à ces nouveaux rythmes scolaires sont contents, ce qui est stupéfiant quand on n'entend que ceux qui ne sont pas contents. Aurait-il fallu procéder par expérimentation? Peut-être, mais vous savez, je me méfie, moi, sur des réformes comme ça, qui sont d'intérêt général. On expérimente et puis après, on fait quoi? Donc, avançons, discutons. Après tout, les problèmes sont des problèmes pratiques, pas de principe, me semble-t-il. Y compris de moyens. Certaines communes, comme la ville de Paris, donnent des moyens considérables pour le périscolaire. On est obligé de mettre en place des structures qui, avant, n'existaient pas. On avait seulement de la garderie. Donc il faut voir aussi qu'on est en train d'améliorer le service éducatif rendu aux élèves. Discutons, concertons-nous. Je crois que dès lors que personne, au fond, ne remet en cause le principe, on doit pouvoir avancer. S'il faut un peu plus de temps, il faudra un peu plus de temps, mais on ne peut pas repasser à la phase d'expérimentation parce que sinon on resterait expérimentaux pendant des années. Nous arrivons au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Une dernière question de Romain Masneau pour RCF. François Hollande est très impopulaire, tout le monde le sait. Il a contre lui la gauche de la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? Est-ce qu'il n'a pas raté l'occasion d'élargir sa majorité au centre au début du quinquennat, alors que François Bayrou avait appelé à voter pour lui au deuxième tour? Je crois que ce n'est pas une question de configuration de la majorité. Il est effectivement, le gouvernement est effectivement très impopulaire. J'ajoute que c'est aussi une caractéristique française. C'est peut-être un peu plus difficile de gouverner et de réformer, on l'a vu au cours de notre débat chez nous qu'ailleurs. Et puis, sans vouloir polémiquer, il est vrai que la France, en partie à cause de la crise, en partie à mon avis à cause de la politique menée depuis 10 ans, est dans une situation de dette et de déficit
pire que d'autres pays européens. Et que la priorité, François Hollande l'a dit pendant la campagne présidentielle, il n'a pas pris les Français par surprise, et de réduire cette dette et ces déficits pour justement ne pas être prisonnier des marchés financiers et retrouver une marge de manœuvre. Donc c'est une politique difficile, c'est une politique dure. Les gens, malgré tout, avaient l'espoir que ça allait brusquement changer, parce qu'on changeait de président. Ben, ça ne change pas brusquement. Il faut du temps pour réindustrialiser la France, il faut du temps pour que le système bancaire aide les petites entreprises, il faut du temps pour qu'on ait plus d'efficacité dans la dépense publique. Donc il n'y a pas de réponse qui soit en termes ni de remaniement, ce n'est pas votre question, ni d'alliance avec le centre. La réponse, elle est garder ce cap, avoir une force de caractère. Et moi, je suis certain de la force de caractère de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Je suis certain qu'ils ont le bon cap. On peut discuter dans le détail telle ou telle mesure, et on l'a fait. Et ça produira des résultats. Et le juge de paix, eh bien, ce sera le chômage. Est-ce qu'en 2017, on aura significativement diminué le chômage ou pas? Si on l'a fait, on aura rempli notre rôle historique et on gagnera les élections. Si on ne l'a pas fait, on perdra les élections. Très bien, merci à vous Jean-Louis Bianco. Merci. Ce sera donc votre dernier mot. Je rappelle que vous présidez l'Observatoire de la laïcité. Notre invité la semaine prochaine à Face aux chrétiens sera Guillaume Pelletier, vice-président de l'UMP et cofondateur de la Droite Forte. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur les sites des différents partenaires de Face aux chrétiens. Merci à vous tous, à la semaine prochaine.